Donc, évidemment, je m'inscris évidemment là dans la continuité de ce que vient de nous proposer Dominique L'Enfant. Il est bien clair que dès le départ, confronter l'Empire perse avec toute son immensité et sa diversité culturelle à l'Empire athénien, donc évidemment c'est un contraste évidemment saisissant. Donc moi je n'ai pas de diaporama, j'ai un exemplier que j'ai fait passer. Il est bien clair que inclure dans cette réflexion commune ce qu'il est convenu d'appeler l'Empire athénien ne va pas de soi, tant la domination qui a été exercée par Athènes au 5e siècle sur un grand nombre de cités grecques, évidemment, répond peu aux critères de définition habituels des empires, en particulier tels qu'on vient de le voir précédemment. S'il est possible de définir un empire comme un État composite, multiethnique, multiculturel, et il est donc d'une manière ou d'une autre prétendant à l'universalité, l'alliance athénienne, la Ligue de Délos, ne semble au contraire nullement animée par une ambition universelle, mais par la volonté de construire un ensemble clairement délimité, homogène, sous domination athénienne, et ce afin de répondre aux menaces représentées par des puissances concurrentes. Donc en fait, on peut reprendre une expression qui est utilisée par Thucydide, que évidemment je vais souvent citer ici, il s'agit en quelque sorte de construire une domination contre d'autres dominations, une archée contre d'autres archaïs. Et reste donc comme élément commun de définition d'un empire, c'est ce que proposait par exemple Moses Finlay, la domination durable d'un État sur en fait évidemment un grand nombre d'autres États. Donc on a d'un côté évidemment cette prétention à l'universalité et donc évidemment l'affichage de justement cette hétérogénéité, de l'autre côté au contraire, justement c'est un empire de sorte quelque chose qui se construit contre un empire et qui au contraire prétend en quelque sorte à construire quelque chose d'homogène. Alors si cet empire a focalisé l'attention des historiens contemporains, c'est bien sûr du fait de la documentation dont nous disposons, littéraire, épigraphique, archéologique, qui est relativement abondante évidemment pour l'histoire ancienne, mais qui pour l'essentiel datable de la seconde moitié du 5e siècle, et avant tout bien sûr en provenance d'Athènes elle-même. La majeure partie des sources littéraires, par exemple transmises, provient d'auteurs athéniens ou ayant vécu à Athènes durant cette période. Alors, ce que l'on peut retenir, c'est que la manière dont les Grecs percevaient le monde et les peuples qui le composaient, ce qu'est un Grec, ce qu'est un barbare, c'est donc avant tout à partir des sources athéniennes que nous pouvons l'étudier, des sources qui nous donnent ainsi accès à des savoirs, à des imaginaires qui sont politiques, qui sont ethnographiques et qui sont donc avant tout athéniens. Et d'autre part, ces sources accordent à la puissance athénienne un rôle privilégié dans les évolutions géopolitiques du 5e siècle. C'est Athènes qui prend la tête de la lutte contre les Perses en quelque sorte et défend ainsi la liberté des Grecs contre le despotisme barbare. Mais en même temps, le développement de cette puissance athénienne n'est pas sans susciter des inquiétudes au sein même du monde grec et explique l'opposition, les guerres qui vont naître au sein de ce monde en particulier, entre les Athéniens et les Péloponnésiens et leurs alliés. C'est la vraie cause de la guerre du Péloponnèse selon Thucydide. Donc l'espace égéen devient donc ainsi central dans notre perception du monde grec et de son histoire, dans la lecture des catégorisations, des oppositions, des hiérarchisations qui structurent les représentations ethniques grecques. Alors une œuvre ici, bien sûr, est essentielle, c'est l'histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Et Gauthier Lieberman, dans un ouvrage récent, les préliminaires de la guerre, qui est consacré, un ouvrage consacré au livre 1 de l'histoire de la guerre du Péloponnèse, rappelle qu'en quelque sorte, on peut résumer, les lectures de Thucydide en disant que deux lectures ont été privilégiées en fait par l'historien, en quelque sorte, deux bouts, soit en insistant sur la rigueur du travail historique réalisé par Thucydide, donc c'est l'historien par excellence, donc la rigueur du travail historique, l'historien par excellence, soit en privilégiant sa dimension politique, et à ce moment-là, c'est Thucydide, le penseur politique, et en particulier l'historien de l'Empire, en quelque sorte, celui qui serait le porte-parole des Athéniens, ou du moins d'une partie d'entre eux, liés à l'Empire athénien. Bon. Alors, dans cette présentation, de mon côté, je vais procéder en 3 étapes. Tout d'abord, évidemment, aussi, à partir de généralités, rappeler ce que c'était que l'Empire athénien. Ensuite, présenter un peu les imaginaires, les constructions, les discours idéologiques qui pouvaient lui donner sens. Et puis revenir sur la question de l'argument ethnique en relation avec l'Empire athénien, sur en fait l'opposition entre Doriens et Ioniens, dans quelle dimension cela peut donner du sens, évidemment, à notre compréhension de cet empire athénien. Et à ce moment-là, je reviendrai sur un passage de Thucydide
donc je commenterai donc un peu plus. Alors, tout d'abord, donc, pour présenter donc, cet empire athénien, on peut partir en fait donc, du premier texte que je vous ai proposé dans l'exemplier, un passage du Thucydide, donc c'est un extrait d'un discours attribué à Périclès lors des débats qui décident de l'entrée en guerre donc, contre les Lacédémoniens. Donc, nous sommes donc au début de la guerre du Péloponnèse. Voilà ce que dit donc, dans ce passage donc, Périclès. Les Péloponnésiens et leurs alliés donc, sont en état de résister en un seul combat à tous les Grecs, mais ils sont incapables de soutenir la guerre contre un peuple organisé différemment. Ils n'ont pas un conseil unique pour agir sur le champ et rapidement, ce qui fait que chez eux, d'ordinaire, nulle entreprise n'est menée à sa fin. De plus, comme ils ont tous les mêmes droits de suffrage, isopséphoi, sans être d'un même peuple, ou homophiloi, chacun pense uniquement à son intérêt, etc. Alors, Thucydide souligne à plusieurs reprises donc, dans son œuvre qu'Athéniens et Lacédémoniens sont allophiloi, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas en fait au même ensemble, au même peuple. Et dans ce discours, Périclès on présente l'alliance péloponnésienne, et donc on comprend bien en fait la différence de l'alliance athénienne, comme un ensemble lui-même disparate de peuples donc allophiloi. Les Péloponnésiens et leurs alliés ne constituent pas un seul peuple, ne sont pas donc homophiloi. Chaque membre privilégiant son propre intérêt, donc de manière générale. Donc, cela s'oppose à cet ensemble plus homogène, donc qui serait composé d'homophiloi, que serait donc l'alliance athénienne. Alors ce terme homophiloi, phulé, c'est intéressant parce qu'en même temps, l'affulé, c'est la subdivision d'un ensemble en fait, évidemment, donc plus important. On comprend très bien de la même manière donc une tribu en fait, évidemment, est une subdivision de cité, que là en fait il s'agit de prendre l'ensemble du monde grec qui est divisé, donc en fait justement en phulaï, et donc en quelque sorte il y aurait la phulée dorienne et la phulée ionienne. Alors pour revenir donc sur cette histoire, donc quelques rappels sur cette histoire donc en fait de ce qu'on appelle l'Empire athénien, suite au retrait spartiate donc de la précédente coalition donc des forces grecques contre les Perses au cours de l'hiver 478-477, se forme une alliance militaire, une nouvelle alliance militaire, donc une Soummakia, entre cités grecques, donc la Ligue de Délos, que nous appelons aujourd'hui donc la Ligue de Délos, et la direction des opérations militaires, donc l'hégémonie, donc, étant confiée donc, à la cité d'Athènes. Progressivement renforcée, cette coalition regroupe à son apogée dans la seconde moitié du 5e siècle plus de 200 cités donc, du monde grec, appartenant pour l'essentiel à l'espace égéen. Si nous reprenons les estimations de Jan Maurice, l'Empire athénien aurait représenté à son apogée environ 15% de la population totale en fait, grecque, soit environ 1 million d'habitants, soumis donc à la domination d'une communauté civique, celle des Athéniens, soit environ donc, 45 000 citoyens. Mais l'alliance militaire, qui à l'origine donc théoriquement était respectueuse des droits de chacun donc, de ses membres, se transforme, là c'est donc tout le vocabulaire évidemment qui apparaît donc, dans l'œuvre de Thucydide, c'est cette transformation du vocabulaire donc, de la Soummakia vers l'arché, donc un commandement, une domination, un pouvoir concrètement donc, dans les faits sans limite exercé par les Athéniens donc, sur leurs alliés, dont certains peuvent être qualifiés donc, d'upékoi, c'est-à-dire de sujets, donc de cités soumises, etc. Bon, dès sa fondation, la Ligue de Délos est une alliance militaire bien plus structurée que les précédentes, notamment que donc, les précédentes alliances entre Grecs, mais aussi que l'alliance dite la Ligue dite du Péloponnèse, avec la présence d'un conseil, la présence d'un trésor et de magistrats communs, dont le nom donc les Hélénotames, les trésoriers des Grecs, quelque part en fait suggère peut-être la dimension panhellénique initiale en fait donc de cette Soummakia. Les contributions à l'effort de guerre demandée, militaire ou financière, le prélèvement donc d'un foros, d'un tribut, ne sont pas sans évoquer en fait les modalités très concrètes d'organisation de l'Empire perse, et donc évidemment il a été suggéré par plusieurs historiens contemporains que les Athéniens quelque part se sont appropriés donc des modes d'organisation perses pour les adapter donc à leur propre alliance militaire. Bon, cela dit, il faut bien penser également que la dimension maritime de l'alliance changeait également considérablement la donne et en quelque sorte imposait un fonctionnement, une organisation différente donc en fait des alliances précédentes. Quoi qu'il en soit, donc le temps passant, les Athéniens renforcent leur domination, assument l'ensemble, seul bien sûr l'ensemble des magistratures liées à l'administration de la Ligue, décident seuls des opérations militaires, installent des garnisons, mais aussi prennent le contrôle de terre dans les territoires alliés, et mettent ainsi en place des clérouquis, le lot de terre confisqué fournissant un revenu aux garnissaires athéniens. Dans le même temps, ils s'opposent, voire répriment violemment donc,
toute velléité donc, de sortir de la Ligue et impose des institutions démocratiques. Ce qui fait que peu à peu, l'alliance militaire renforce ainsi son homogénéité politique, donc avec comme cela donc, la diffusion du modèle démocratique, l'appui aux démocrates dans les cités donc, de l'alliance, son homogénéité judiciaire, parce que les tribunaux athéniens en fait, prennent en charge donc, les procès entre membres de la Ligue, mais aussi donc, peuvent constituer des tribunaux d'appel pour les affaires les plus graves au sein donc, de la Ligue. On le voit très bien dans le décret par exemple, relatif à Chalcis. Son homogénéité économique, là je peux renvoyer par exemple aux travaux de Christophe Pébart sur l'Empire athénien, donc travaux assez récents. Et évidemment, donc, cette homogénéité économique dont témoigne notamment donc, le décret de Cléarchos sur les monnaies, les poids et les mesures, donc un décret qui vise à faciliter les échanges économiques donc, au sein donc, de l'Alliance. Et de fait, donc, le port d'Athènes, le Pirée, devient incontestablement, pour reprendre une expression plus tardive, l'emporion de la Grèce, évidemment, la plaque tournante des échanges maritimes au sein donc, du monde grec. Bon, on pourrait parler également d'homogénéité culturelle, avec évidemment le poids, l'influence culturelle d'Athènes, évidemment, au sein de cet espace. Mais évidemment, pour moi, ce qui me paraît le plus intéressant, je dirais le plus révélateur, c'est l'homogénéité religieuse, avec le transfert en 454 donc, du trésor de la Ligue à Athènes même, et l'obligation qui est faite aux cités de l'Empire de participer aux grandes fêtes religieuses athéniennes, donc par leur contribution financière, donc évidemment une partie donc, du tribut va précisément donc, évidemment être versée au sanctuaire d'Athénapoliade lors des grandes dimésies, par leurs offrandes religieuses, et en particulier donc, les offrandes religieuses lors des Panathénées, par l'envoi donc, de délégations. Les cités reconnaissent ainsi la prédominance athénienne et se placent sous la protection des principales divinités athéniennes, donc notamment Athéna, Poliade. Et donc les grandes Panathénées se transforment, comme l'a écrit Robert Parker, en une sorte de fête religieuse qui manifeste, qui célèbre donc la puissance de l'Empire. Et évidemment, là, ce qui est très très révélateur, c'est que par cette demande de participation en fait, donc, au culte athénien, donc ces délégations qui sont envoyées donc, lors des fêtes, les grandes fêtes religieuses athéniennes, en fait ces cités alliées sont assimilées aux fondations athéniennes qui elles-mêmes en fait évidemment sont soumises aux mêmes injonctions. Athènes en quelque sorte ainsi se définit comme la métropole des cités donc réunies dans son alliance. On en voit très bien comment, en quelque sorte, durant cette période, Athènes a essayé de construire une entité supracivique, mais en même temps en reprenant fondamentalement des cadres qui sont des cadres civiques, en s'inscrivant en fait dans des traditions civiques, le rôle de la religion, etc., etc. Il n'y a pas de bureaucratie impériale à proprement parler, il y a des magistrats athéniens qui vont gérer l'empire, etc. Quelque chose qui pour moi est très très révélateur encore. Bon, on ne va pas faire évidemment de l'histoire-fiction comme aujourd'hui c'est un peu à la mode. Que se serait-il passé si Athènes avait gagné la guerre du Péloponnèse? Mais moi, ce qui me paraît, alors évidemment on retrouve mes centres d'intérêt, mais le fait qu'on voit très bien, alors les sources sont très peu nombreuses, mais que Athènes commence à développer des conventions d'épigamia en fait avec les cités en fait de l'Alliance, pour moi c'est tout à fait, je dirais, on pourrait le mettre en parallèle avec le connubium romain. Comment est-ce qu'on fait donc, je dirais, donc, des conventions donc, de mariage, le fait donc qu'on accorde la reconnaissance en fait des mariages entre membres issus donc de différentes communautés au sein de l'Alliance, en fait participe également en fait de la construction en fait d'une communauté. Alors voilà pour la présentation donc générale de cet empire. Qu'est-ce que l'on peut dire sur l'imaginaire politique en quelque sorte au fondement donc de cet empire? Bon, les Athéniens n'ont donc pas cessé d'essayer de renforcer l'unité, l'homogénéité de leur alliance. Et durant donc, cette période, deux mythes, ce que nous appelons des mythes en fait, donc c'est-à-dire là on est dans l'imaginaire politique, jouent un rôle essentiel dans la perception donc, que les Athéniens ont d'eux-mêmes ainsi que de leurs alliés. Le premier mythe est très très connu donc, en France parce qu'il y a un travail évidemment qui a été très très stimulant sur la question, c'est le mythe de l'autochtonie athénienne. C'est donc évidemment le travail de Nicole Leroux sur les enfants d'Athéna. Pour le présenter rapidement, les Athéniens se considéraient comme autochtones, c'est-à-dire qu'ils se considéraient comme originaires d'un sol, chtone, même autos, donc originaires du sol même de leur patrie, et comme n'ayant jamais depuis donc quitté cette terre originelle.
Donc les Athéniens constituaient comme cela donc un peuple privilégié du fait de cette origine qui était au cœur de leur identité politique, au cœur de leur définition donc en fait communautaire. C'est un peuple qui partage donc les mêmes origines, les mêmes intérêts, le même attachement à la terre, la même volonté de résister en fait à tout envahisseur. Il y a cette idée aussi de résistance dans cette idée d'autochtonie, et en particulier justement par rapport aux Doriens. Bon, au 5e siècle, c'est ce qu'écrit donc Nicole Leroux, ce mythe devient donc dans ses multiples réécritures, dans ses multiples réélaborations, la pièce maîtresse de l'idéologie de la démocratie athénienne. Tous les citoyens athéniens sont en quelque sorte frères, des frères partageant la même mère, et dès lors cette égalité de naissance, cette belle naissance, donc l'eugénéia, tous les Athéniens sont porteurs de l'eugénéia, donc est au fondement de leur égalité politique. C'est en quelque sorte, c'est la naissance qui fonde la citoyenneté, ce que met en pratique en quelque sorte la loi de Périclès sur la citoyenneté. Alors le second mythe, qui en quelque sorte complète le premier, c'est celui de l'origine athénienne des fondations dites ioniennes, le mythe de Ion. L'ancêtre commun du peuple ionien est un Athénien, Ion, ancêtre éponyme, et Athènes donc serait la métropole donc des cités ioniennes. Alors plusieurs généalogies concurrentes des peuples grecs ont été forgées au cours des siècles. On peut citer par exemple le catalogue des femmes, un poème qui est daté du VIe siècle et qui dressait donc la liste des mortels dont l'union donc avec un dieu avait permis la naissance des héros. Et dans ce catalogue, eh bien, on a la mention donc de Hélène, Hélène comme ancêtre de tous les Grecs, et qui aurait été père de Doros, Xoutos et Éole. Et Xoutos étant lui-même le père de Ion. Donc là, on aurait en quelque sorte, je dirais, comme enfant d'Hélène, les trois rameaux, en quelque sorte, évidemment, de peuplement donc, grec. Ces trois grands peuples donc, qui auraient même origine et qui se réunissent par des liens de parenté. Alors, la généalogie qui nous importe ici est celle qui est proposée par Euripide dans sa tragédie Ion. Alors, comment dater cette tragédie? En fait, c'est très difficile. Ce que l'on peut dire concrètement, c'est qu'elle date des années 410, mais il est très difficile ensuite de préciser donc en fait l'année donc de représentation donc de cette pièce. Évidemment, pour nous, cette problématique entre avant ou après donc évidemment donc l'expédition de Sicile. Mais aujourd'hui, je dirais les travaux les plus récents, de manière générale, quand même placent plutôt donc après en fait l'expédition de Sicile, dans un moment où on essaie en quelque sorte de redonner en quelque sorte sens et puissance à justement cette alliance athénienne. Alors, dans cette tragédie, cette fois-ci, Ion est le fils d'Apollon et de Créuse. Créuse, qui est elle-même fille du roi donc, né de la terre, Érectée. Et donc, il incarne, Créuse elle-même incarne la lignée donc, autochtone athénienne, elle est dépositaire de cette autochtonie. Et donc évidemment, Ion va continuer cette tradition donc, de l'autochtonie. Il est donné en adoption à l'époux de Créuse, Xoutos, qui est lui-même fils d'Éole et père de Doros et d'Achaïos. On voit bien là que aussi dans cette généalogie, il y a une différence très claire entre les Ioniens et puis donc les Doriens et donc les autres communautés. Cette tragédie réunit donc les deux mythes, le mythe de l'autochtonie et le mythe donc de l'origine ionienne, athénienne donc en fait des Ioniens, et souligne donc l'exceptionnalité donc des Ioniens, qui partagent comme ancêtre donc le dieu Apollon, c'est le dieu justement donc ancestral, un patros donc des Ioniens, qui partagent donc un lien privilégié à la terre attique, quelque part ils sont tous un peu les héritiers de cette autochtonie, et donc se distinguent donc très clairement donc des autres communautés. Bon, les 4 fils d'Ion sont à l'origine des 4 tribus donc en fait athéniennes, donc pré-clisténiennes, et à 2 reprises dans la tragédie, il est souligné le fait que Ion est un fondateur, donc à l'origine des Grecs d'Asie, qui porte désormais son nom. Au début de la tragédie, c'est Hermès qui en fait développe cette idée, et puis ensuite Athéna, c'est en fait donc au début et à la fin de la tragédie, au moment où les dieux interviennent et en quelque sorte mettent en scène la vérité et je dirais donc le sens de cette histoire. Alors c'est le deuxième extrait, donc Euripide, Ion, donc c'est Athéna qui parle, Créuse, pars avec ton fils pour la terre de Kécrops, et place-le sur le trône, il est du sang d'Érectée, il est juste qu'il règne sur la terre que je chéris, il sera célèbre dans toute la Grèce. 4 fils nés de lui,
donneront leur nom aux tribus qui vivent sur mes rochers. Téléon sera le premier, les 3 autres fonderont les tribus des Oplètes, des Argades et des Igicores, dont le nom rappelle celui de mon égide. Autant marqués par la destinée, leurs enfants peupleront les îles des Cyclades et les côtes voisines, des cités riches et florissantes qui feront la puissance de ma terre. Ils coloniseront ces territoires d'Europe et d'Asie qui se font face, ils inondiront, ils tireront leur appellation d'Eunien et se couvriront de gloire. Alors, il est clair en fait que ce passage définit l'ensemble de l'espace égéen, en fait, de l'alliance athénienne, comme une terre ionienne. Le mythe politique qui est au fondement donc, de la manière dont la communauté politique se perçoit, donc à Athènes, devient en quelque sorte le mythe politique de l'Empire dans son ensemble. Ce qui unit les Athéniens à leurs alliés est un lien généalogique, donnant bien sûr aux Athéniens la prédominance, parce que malgré tout, évidemment, c'est ceux qui sont inscrits dans la continuité la plus directe et dans l'autochtonie donc préservée. En quelque sorte, l'Empire athénien est un empire ionien, c'est en quelque sorte le sens de ce passage. Alors là, je vous renvoie par exemple aux travaux de Katerina Zaccaria, assez récents, sur justement l'importance en fait de cette tragédie de Ion dans la manière dont les Athéniens ont pu en fait se définir donc dans ces périodes, donc dans cette décennie donc des années 410. Alors, bien sûr, on voit très bien ici comment dans cette histoire il y a une sorte de redéfinition, de réécriture constante évidemment donc des identités. Il ne s'agit pas simplement donc, de proclamer l'Empire comme un empire ionien, mais de redéfinir aussi constamment ce qu'est un ionien, en quelque sorte, évidemment, dans cette histoire. Évidemment, il est bien clair que toutes les cités de l'Empire ne se considéraient pas elles-mêmes comme ioniennes. Par ailleurs, évidemment, aujourd'hui, les historiens contemporains ont complètement abandonné un peu cette idée qui a été très longtemps donc, diffusée, qui y aurait eu donc, des migrations, en fait, évidemment, donc, de la Grèce aujourd'hui donc, jusqu'aux côtes donc, de la Turquie actuelle, qui aurait expliqué donc, le peuplement en fait, donc, par des Ioniens, donc, enfin, voilà, donc, etc. Aujourd'hui, en fait, on explique tout cela par des phénomènes de convergence, justement, en fait, au fil des siècles, tout autour donc, de cet espace égéen, et on pourrait montrer donc, très facilement comment en fait, des traits qui sont évidemment fondateurs d'Athènes, en fait, sont précisément des emprunts, en fait, donc ioniens, donc de la Ionie, etc. Donc, évidemment, ce n'est pas dans le sens Athènes-Ionie que, en fait, c'est fait les transferts culturels, etc., mais dans tous les sens, et en particulier dans le sens ionien-Athènes. Et on pourrait très bien montrer comment, précisément, l'identité ionienne est née, en particulier, donc justement en Ionie, et non pas, en fait, donc à Athènes. En tout cas, ça a été développé par de très nombreux historiens contemporains. Alors, on arrive ici donc à cette question aujourd'hui centrale de l'importance de cet argument ethnique, en fait, donc de cette dimension ionienne de l'Empire, dans la perception des ensembles géopolitiques grecs, des alliances militaires et des conflits donc, qui les opposent. Et là, évidemment, c'est un débat incessant entre hellénistes à partir essentiellement donc, des œuvres d'Hérodote, de Thucydide, et donc pour essayer de comprendre comment, justement, est-ce qu'on définit, ce que les Grecs définissaient en fait ces termes, et donc quels ont été les usages politiques, en quelque sorte, de ces qualificatifs de doriens donc, et de ioniens. Alors, l'ouvrage de référence, celui qui est toujours cité, en fait, justement, pour discuter de cela, ça reste un ouvrage, en fait, très ancien, un ouvrage français, c'est l'ouvrage d'Édouard Will, donc dorien et ionien, et c'est sur la valeur du critère ethnique appliqué à l'étude de l'histoire et de la civilisation grecque, donc publié en 1956, c'était la thèse complémentaire d'Édouard Will. Bon, de manière générale, pour résumer en quelque sorte son propos, Édouard Will, dans cet ouvrage, relativisait l'importance de cette opposition donc, entre dorien et ionien. Et à propos de Thucydide, par exemple, il indiquait donc, développer l'idée en reprenant d'ailleurs donc, en fait, ce que Jacqueline de Romilly venait elle-même de formuler dans une thèse également récente, justement sur Thucydide et l'impérialisme athénien. Bon, voilà ce que écrivait Édouard Will. On voit que toutes les allusions à une hostilité ethnique, ou au contraire à la syngeneia, donc à la parenté en fait entre ioniens, que Thucydide met dans la bouche de ses orateurs, ne sont, alors là il cite donc Jacqueline de Romilly, ne sont que des explications postiches de l'impérialisme
qu'il rappelle pour les réfuter. Donc Thucydide lui-même ne croit pas, évidemment, donc, à en fait, cette importance du lien donc, entre Ioniens. Alors d'autres travaux, depuis, ont essayé un peu de présenter donc d'autres points de vue, ou de nuancer les choses, et on peut en penser, par exemple, dans la bibliographie que je vous ai donnée, à l'article d'Alti, ou bien donc, à l'article de Connor. Alti, par exemple, qui développe l'idée que cet argument en fait, donc, de l'opposition entre doriens et ioniens en fait, revient constamment dans la bouche des orateurs, et que si, alors bien sûr, Thucydide relativise à cet emploi, mais si les orateurs s'y réfèrent constamment, c'est bien que quelque part, pour ceux qui écoutent les discours, cela a du sens, etc. Et Alti également explique de manière tout à fait intéressante qu'on voit très bien en fait dans les récits qu'ils nous ont proposés que lorsqu'on s'attaque à un ionien par exemple en tant que dorien, en fait, en quelque sorte, les comportements que l'on peut avoir peuvent changer justement en fonction de l'identité de l'adversaire, en particulier de l'identité ionienne. C'est-à-dire que on va dire, de toute façon, nous sommes doriens, on va s'attaquer à des ioniens, donc de toute façon, ça va poser aucun problème pour nous. Voilà. Le sentiment d'appartenir à un groupe particulier, un porteur donc d'une identité, de comportement propre, de qualité propre donc à ce peuple, donc selon Alti, jouait un rôle important dans les relations internationales et donc dans ces conflits. Alors, Édouardville avait en quelque sorte anticipé ces remarques en écrivant que malgré tout, tout ce que l'on pouvait voir en fait dans les textes, en particulier chez Thucydide, relevait de l'arsenal rhétorique et ne pouvait pas être pris véritablement donc, pour argent comptant. Et je vous ai mis donc comme troisième document la conclusion. Là, c'est la dernière page en fait donc de l'ouvrage d'Édouardville, parce que c'est un ouvrage très court. Encore une fois, c'est la thèse complémentaire. J'ai souligné donc simplement le début du passage. C'est pas la peine d'en faire plus en détail. Le 5e siècle finissant, sans doute, voit sans doute apparaître l'idée d'une opposition entre doriens et ioniens, mais de façon en somme très superficielle et limitée aux arguments accessoires de la propagande politique. Alors, encore une fois, donc cette idée que cette opposition dorien et ionien, donc finalement, n'est pas à prendre vraiment de manière comme quelque chose qui vraiment va jouer un rôle très important en fait dans les évolutions géopolitiques, mais en même temps, le 5e siècle finissant. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ces années précisément 410, dans cette évolution en fait, de l'Empire athénien, il y a eu une évolution, et également une évolution donc, en fait, dans les discours et dans l'importance en quelque sorte à accorder à cet argument ethnique. Alors je vous ai mis un très long passage, justement donc ces effets de liste qui ont été évoqués tout à l'heure, où évidemment, au moment des conflits, Thucydide va donc faire la liste donc, de l'ensemble des adversaires donc, concernés par le conflit. Et évidemment, c'est à la fois une pause en quelque sorte dans le récit historique et en même temps un moment en quelque sorte d'affichage donc, de la puissance des différents donc, intervenants. Alors, lorsqu'on regarde cette liste, je vais reprendre les passages que j'ai soulignés, parce qu'évidemment elle est très longue, où à la fois on retrouve donc, cette opposition dorien et ionien, et puis chaque fois en même temps des éléments en fait complémentaires ou au contraire un peu contradictoires. Voici d'ailleurs donc, les peuples qui prirent parti donc, soit contre la Sicile, soit pour elle. Donc là nous sommes au début donc, de l'expédition de Sicile, et en fait donc, les intervenants. Les uns voulant contribuer à sa conquête, les autres à son salut, et qui combattirent devant Syracuse. Ce n'était ni le droit ni le sentiment de leur commune origine qui les avait jetés dans l'un ou l'autre camp. Chacun n'avait obéi qu'aux circonstances, à l'intérêt ou à la nécessité. Les Athéniens, ioniens d'origine, marchaient spontanément contre les Doriens de Syracuse. Ils avaient à leur côté des peuples de même langue et soumis aux mêmes usages, ceux de Lemnos, d'Imbros, ceux qui habitaient alors à Égine, et ceux d'Essier, colonie d'Athènes. Les autres étaient soit des sujets, soit des alliés autonomes, soit des mercenaires, donc upekoi, oi daposumakias autonomoi, eisidekai, oi mistophoroi. Alors je passe donc, sur la liste, on arrive au début de la page. La plupart de ces peuples étaient ioniens et tiraient leur origine d'Athènes, sauf les Charistiens qui sont des Dryopes. Tout en étant sujets d'Athènes et contraints au service, c'étaient des Ioniens marchant contre des Doriens. La liste continue, il donne encore d'autres alliés, etc., etc.
Et puis, donc, j'ai souligné un autre passage. Les Argiens d'origine dorienne, en marchant contre les Doriens, aux côtés des Ioniens d'Athènes, étaient poussés moins par leur qualité d'alliés que par leur haine pour Lacédémone et par des raisons d'intérêt immédiat et particulier. Doriens, ils marchaient contre des Doriens avec des Athéniens d'origine ionienne. Alors, moi, ce qui me frappe, si on regardait plus en détail l'ensemble de ce passage, c'est que bien sûr, donc, Thucydide ne cesse de mobiliser l'argument ethnique, ça revient constamment, tout en le relativisant aussitôt. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la très grande variété des catégorisations qui sont proposées. Il y a donc bien sûr l'opposition ionien-dorien, mais aussi des distinctions qui sont faites en fonction des relations au sein de l'alliance. Donc il y a les alliés autonomes, les sujets, les mercenaires. Il y a une distinction qui est faite entre ceux qui ont été requis et ceux qui ont rejoint volontairement l'alliance. Donc encore voilà, un autre critère. Il y a des distinctions selon l'origine géographique. Et ici, donc, il va par exemple distinguer les insulaires des Ioniens. Et là, en fait, ça rejoint assez clairement en fait, ce que l'on voit dans les inscriptions, c'est-à-dire dans les listes athéniennes en fait, de perception du tribut, où à partir de 443-442, en fait, l'empire est divisé en 4 districts. Et en fait, c'est un peu donc, cette distinction, cette division géographique que l'on retrouve également dans ce passage de Thucydide. Mais aussi autre distinction en fonction des intérêts de chacun qui peuvent être politiques, économiques, ou bien des motivations qui peuvent être la haine ou l'amitié. La haine donc entre adversaires et l'amitié donc justement avec les Athéniens. Donc en fait, une multiple catégorisation des peuples, tout un ensemble de critères qui sont mobilisés et qui se recoupent sans cesse. Et qui chaque fois nuancent, relativisent évidemment cette opposition entre Ioniens et Doriens, mais qui en même temps, vous le voyez, chaque fois est rappelée dans ce récit. Et si on prenait en compte la suite, c'est-à-dire en fait la présentation des adversaires, c'est-à-dire en fait des alliés des Syracusins, on aurait encore d'autres critères qui apparaîtraient justement dans la définition, en quelque sorte, donc, des intervenants au conflit. Alors, j'en arrive maintenant ici donc au texte essentiel, sur lequel évidemment, là encore, je vais passer rapidement parce que je ne peux pas non plus y passer beaucoup de temps. C'est ce texte, donc le peuplement de la Sicile. En fait, donc c'est le début donc, du livre 6, qui, avec le livre 7, en fait, est relatif donc, à l'expédition de Sicile. Là encore, ce texte, en fait, qui se présente évidemment pour nous comme un récit historique, comme évidemment voilà, le travail de l'historien, précisément, donc avec toute sa rigueur, ne peut pas être en fait dissocié du contexte politique, donc des années 410, très particulier donc à Athènes. Et là encore, en fait, on va y retrouver ces deux imaginaires politiques que j'ai présentés tout à l'heure, en fait, le thème de l'autochtonie et le thème, évidemment, donc en fait, de l'identité ionienne, en quelque sorte, en relation avec l'Empire. Alors, concrètement, ce texte correspond à ce que les Grecs appellent une archéologia, une archéologie, un récit raisonné donc sur le passé, sur les origines. Il s'agit de décrire les origines du peuplement de la Sicile afin d'expliquer donc les événements présents. Et ainsi que le précise Thucydide, cette archéologie permet d'ores et déjà de comprendre l'échec des Athéniens, qui n'avaient pas pris la mesure de l'importance de la Sicile par sa superficie comme par sa population. Bon, c'est l'un des textes majeurs en fait de l'histoire grecque parce qu'il nous livre dans ce récit une chronologie relative des fondations donc, grecques en Sicile, et c'est l'une des sources essentielles pour nous en fait pour la chronologie en fait de l'époque archaïque. En fait, par exemple, la chronologie de la céramique grecque archaïque repose en grande partie justement sur ce texte en fait de Thucydide. Chronologie relative, mais comme en fait l'un des événements qui est mentionné en fait un peu être daté assez précisément pour nous, donc en 483, donc un événement de l'histoire donc de Mégara et Béa, à partir de là on peut ensuite recomposer en quelque sorte les dates donc de ces fondations. Alors la construction de ce passage est très claire, elle repose sur la volonté de proposer une chronologie donc, de l'arrivée des populations qui ont peuplé la Sicile. Thucydide présente tout d'abord, donc, depuis les temps les plus anciens, les peuples barbares qui ont occupé l'île, donc c'est du paragraphe 2 au paragraphe 7. Il mentionne tout d'abord donc, et successivement les Cyclopes, les Strigons, les Sicanes, les Élimes, les Siquels, puis enfin les Phéniciens.
Pour chacun de ces peuples, Thucydide indique, lorsque c'est possible, leur origine et leur localisation actuelle. Et puis, paragraphes 8 à 17, sont présentées les fondations grecques, qui sont situées chronologiquement les unes par rapport aux autres. Et Thucydide indique donc qu'elles ont été leur métropole, leur oikiste, leur fondateur, et les conditions dans lesquelles donc, se sont effectués ces établissements, les colonies que ces cités donc, ont pu elles-mêmes fonder. Alors, sur quelle source Thucydide peut-il s'appuyer pour construire ce récit? Il ne fait pas de doute aujourd'hui pour la plupart des commentateurs de ce texte que sa source principale, donc l'historien en fait Antiochos de Syracuse, qui peut être considéré comme le principal historien de la Sicile pour l'époque, qui a sans doute vécu au milieu du 5e siècle et qui avait écrit une histoire de la Sicile en 9 livres, qui commençait au temps mythique et se terminait en 424. Et donc lui-même avait dû décrire les origines du peuplement de la Sicile. Alors, qu'est-ce que nous apprend Thucydide? Quel est le sens, en quelque sorte, à donner à ce passage? Alors, on peut dire tout d'abord que la Sicile, et de manière plus générale, la Méditerranée occidentale, est présentée dans ce passage comme possédant une histoire grecque, tout aussi ancienne que le monde égéen, avec tout un ensemble de populations qui sont citées, qui appartiennent entièrement au monde grec, et en particulier, évidemment, la relation entre les Troyens, donc l'arrivée de populations troyennes après la chute de Troie, donc en Sicile, etc., etc. Mais l'un des points sur lesquels insiste en fait dans ce passage Thucydide, c'est en fait le fait que la Sicile a été comme cela traversée par des peuples constamment, et donc la mobilité en fait donc constante de ces peuples qui ont peuplé la Sicile. Pour le dire autrement, il n'y a pas de population autochtone en Sicile. Et il le souligne très clairement. Il insiste sur le fait, dans le paragraphe 3, c'est le point que j'ai souligné, quant aux Sicanes, certains pensent qu'ils seraient autochtones, mais on peut établir qu'il s'agissait à la vérité d'Ibères, délogés par les Ligures, des rives du Sicanos, c'est de ces Sicanes que l'île appelée auparavant Trinacrie tire alors son nom de Sicanie. Bon, voilà en fait une position que Thucydide, toujours à sa manière, de manière très péremptoire en fait, avance bien sûr en donnant un argument, mais alors que en fait, on voit très bien dans les sources postérieures que d'autres historiens au contraire ont tout à fait insisté sur l'autochtonie en fait des Sicanes. C'était par exemple le cas de Timée de Tourménion, qui est justement cité par Diodore de Sicile, qui lui-même au IVe siècle, au contraire, argumentait pour défendre cette autochtonie. Bon, quelque part, ce que présente Thucydide, c'est une terre sur laquelle nul ne possède de droit. C'est une terre peuplée de gens venus de tous les horizons, sans attachement réel entre eux et à la terre. Et cela, c'est précisément l'un des arguments d'Alcibiade, dans le discours d'Alcibiade, en fait, qui est retranscrit écrit par Thucydide, pour justifier l'expédition de Sicile. Je ne vous ai pas mis l'extrait, c'est 6, 17, un livre 6, donc paragraphe 17. Les cités y ont une population nombreuse, mais ce n'est qu'un pêle-mêle d'individus de toute provenance. Elles s'accommodent facilement de changer de constitution ou d'en recevoir du dehors. Aussi, nul n'y connaît le sentiment patriotique. Nul ne possède d'armes pour se défendre. Le pays ne dispose d'aucun matériel solide. Tous espèrent, soit par l'éloquence, soit par la sédition, s'enrichir aux dépens de l'État et sont prêts, en cas d'insuccès, à s'expatrier. Aussi courent-ils sur risque sans la moindre hésitation. Il est donc peu probable qu'une foule de cette sorte se range à l'avis d'un chef et se décide à une entreprise commune. Bon, on voit très bien comment ici, en fait, l'idée d'autochtonie est précisément, qui n'est pas présente en Sicile, est associée aux idées de résistance, d'attachement à la terre, à la communauté. Et donc, comme les Siciliens ne sont pas autochtones, eh bien, ils ne vont pas, en fait, pouvoir résister, en quelque sorte, à l'expédition athénienne. Deuxième point, donc ça c'était en quelque sorte cette référence à l'autochtonie, comment est-ce que l'autochtonie entre dans ce discours. Deuxième point, l'opposition dorien-ionien. Ce qu'on peut en fait reconstituer aujourd'hui des écrits en fait d'Antiochos, donc Antiochos de Syracuse, c'est que précisément lui-même avait en fait décrit une histoire, recomposé une histoire de la Sicile comme divisée en deux blocs, culturellement homogènes, pour l'essentiel, un bloc dorien et un bloc ionien, avec donc une origine unique
des colons, donc en fait des fondateurs de chaque cité, et puis donc évidemment donc cette identité culturelle entre les Doriens et les Ioniens, donc cette séparation Doriens et Ioniens. Le bloc dorien rassemblerait donc les fondations de Corinthe, Mégare, donc des fondations de Corinthe, de Mégare, de Rhodes et des Crétois, et s'opposerait donc au bloc ionien qui serait composé donc des fondations chalcidiennes, de Chalcis, donc qui seraient donc Naxos, le Léontinoi et Catone. Cette vision de l'histoire, bien sûr, a replacé en fait dans le contexte du 5e siècle, en quelque sorte, l'œuvre d'Antiochos, en quelque sorte oblitère, passe sous silence certains événements pour légitimer les opérations donc, des tyrans syracusains qui avaient en fait cherché à intégrer justement toutes les communautés en fait dites doriennes dans une même entité pour s'opposer donc aux populations considérées comme ioniennes. En quelque sorte, c'était là l'un des fondements idéologiques de la politique donc syracusaine. Eh bien, Thucydide s'inscrit en quelque sorte dans cette continuité, reprend en quelque sorte ce cadre général, en quelque sorte donc d'histoire du peuplement sicilien, mais cette fois-ci pour fonder en quelque sorte l'intervention athénienne, évidemment, pour reprendre donc cette opposition. La présentation des populations barbares a bien montré que la conquête de la Sicile par les Grecs est possible et légitime, et cette fois-ci, on peut penser que dans le récit d'Antiochos, ce n'était pas le cas, que Syracuse était présentée en fait comme la première en fait fondation grecque en Sicile. Cette fois-ci, dans le discours, dans le récit de Thucydide, c'est Naxos qui est présenté comme la première fondation grecque en Sicile, la plus ancienne. Je pourrais revenir après sur la chronologie, etc. Une autre spécificité d'ailleurs donc de ce récit, c'est que tout est rapporté en fait à Chalcis, et que, en fait, donc, évidemment, les interventions possibles d'autres cités ioniennes, etc., dans les fondations, en fait, là aussi, sont passées sous silence. Par exemple, le rôle d'Érétrie est passé sous silence. Là encore, ça renvoie au contexte de l'époque, donc au 5e siècle. Là, je renvoie, par exemple, aux travaux de Laurence Mercury sur cette lecture de ce texte. Bon, on voit très bien comment, en quelque sorte, dans ce passage, cette opposition ionien-dorien, malgré tout, structure la représentation, quelque part, en fait, le récit que l'on veut donner des événements, et donc la justification, en quelque sorte, de la manière dont les conflits vont se dérouler, en même temps l'explication de l'échec. C'est qu'encore une fois, les Athéniens n'avaient pas pris conscience de la puissance, justement, dorienne, donc en Sicile. Alors, pour conclure, parce que j'ai déjà dépassé mon temps de parole, cet argument ethnique, donc cette fiction d'une opposition donc radicale, irréductible entre Ioniens et Doriens, donc elle a été particulièrement mobilisée dans les années 410, donc durant la guerre du Péloponnèse. Se prétendant métropole des Ioniens, cela même de défendre la liberté des cités, donc les Athéniens purent ainsi s'inscrire clairement dans une double opposition. Opposition entre Grecs et barbares, opposition entre Ioniens et Doriens, et donc avec la nécessité de défendre donc cette liberté ionienne contre les Doriens. Ce conflit donc a pu être représenté comme un conflit ethnique avec tous les stéréotypes, toutes les caractéristiques qui pouvaient accompagner précisément dans les représentations, la représentation des Doriens et la représentation donc des Ioniens. Et tout cela, donc, en quelque sorte, on le voit très bien donc, dans le texte donc, sur le peuplement de la Sicile, a en quelque sorte des répercussions sur la manière même en fait, de décrire, de catégoriser, de faire l'histoire donc, en fait, de ces populations. Ce qui me frappe ici, évidemment, quelque part, c'est que l'on retrouve ici le rôle, en quelque sorte, de ce que j'appelle le fétichisme de la parenté. C'est que, quelque part, opère, là encore, le langage de la parenté. C'est ce langage de la parenté qui permet de penser les rapports politiques donc au sein des cités comme entre cités. Dès lors, il va de soi qu'Athènes se présente comme la métropole des Ioniens, de même que Sparte a pu se présenter comme la métropole des Doriens, en tout cas d'un très grand nombre de cités doriennes. Et les exigences religieuses d'Athènes s'inscrivent également donc, dans la même perspective donc de réécriture en quelque sorte des rapports généalogiques. Alors cela dit, qui furent les porteurs de ces idées à Athènes ? On est bien conscient que tous les Athéniens, sans doute, ne partageaient pas évidemment cette vision des choses, et de la même manière, évidemment, tous les alliés d'Athènes ne partageaient pas évidemment donc, cette vision des choses, et évidemment, donc,
l'échec de la guerre du Péloponnèse est aussi justement un échec idéologique, évidemment, par rapport donc à tous ces discours qui accompagnent hein, je dirais donc ces conflits. Mais prenons le cas d'Euripide. Lorsqu'il écrit donc en fait cette tragédie d'Ion, hein, lorsqu'il développe en fait donc cette conception particulière en fait donc de la généalogie de Ion, il est bien évident que quelque part il n'invente rien et en même temps il propose un discours qui, au moment précis donc où la tragédie va être représentée, hein, a du sens hein, et va interpeller évidemment donc en fait son auditoire. Donc comment est-ce que je dirais donc comment en quelque sorte est-ce que ces récits en quelque sorte vont qui va imposer ces récits? Bon, justement, personne ne va réussir à imposer ces récits, mais pourquoi est-ce qu'ils surviennent à un moment donné hein, comment est-ce qu'un Athénien, hein, étant présent donc, à la représentation de Ion, qu'est-ce qu'il comprend en fait, de ce qui lui est présenté jusqu'à quel point est-ce qu'il peut être en quelque sorte un peu dubitatif hein, ou critique hein, de ce qu'il entend? C'est une question que je me pose, je ne sais pas si, évidemment, si on peut y répondre véritablement. Voilà, je vous remercie.